Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Hebdo 4, votre émission qui traite d'informations locales. Voici le contenu de cette édition du 22 novembre. Éric Dubé, préfet de la MRC Bonaventure et maire de la ville de New Richmond, nous informe à propos du plan d'action culturelle 2021-2023 de la MRC Bonaventure. L'Assemblée générale de votre télévision communautaire Télévague qui a eu lieu le 17 novembre dernier. Sylvain Badram, le coordonnateur du collectif alimentaire, lance un appel à tous pour la guignolée de cette année. Élise Tremblay, agent de communication et de gestion au Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous présente un tout nouveau projet qui s'intitule Régime TCIT. Magali Forêt, conseillère en loisirs pour l'Unité régionale loisirs et sports Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous parle de la situation actuelle au sein de leur organisme en ce temps de pandémie. Et le ministre des Transports, François Bonnardel, nous explique le projet de loi 71, le nouveau projet de loi concernant les véhicules hors route. Bonne émission tout le monde! Tout d'abord, nous avons reçu la visite d'Éric Dubé, préfet de la MRC Bonaventure et maire de la ville de New Richmond, dans laquelle il nous informe à propos du plan d'action culturelle 2021-2023 de la MRC Bonaventure. En décembre dernier, en 2019, ça a été la mise en œuvre d'un processus d'adoption d'une politique culturelle qui fut adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Bonaventure. Pouvez-vous nous expliquer en gros c'était quoi le but? Bien, le but, la finalité de ça, c'est que la MRC de Bonaventure voulait se doter d'une politique culturelle. Arriver avec un plan d'action, des mesures concrètes au niveau culturel. On sait que le ministère de la Culture nous offrait l'opportunité de mettre en place une politique culturelle pour arriver à mettre des actions et aussi avec un budget lié à ça. OK. Puis là, où s'en est rendu dans tout le processus? Bien, on est bien heureux. Le Conseil des maires, la semaine dernière, a adopté le plan. Dans le fond, le plan qui adopte la politique 2021-2023. La MRC a décidé d'investir 94 000 $ dans les 3 prochaines années. Le ministère de la Culture, 141 000 $. Ça fait que ça nous fait un budget total de 235 000 $ pour les 3 prochaines années, où ce que la MRC va pouvoir faire des actions au niveau culturel. OK. Puis là, il y a trois orientations. Oui, bien, le plan d'action, on comprend que ça va finir avec plusieurs petites actions, mais les orientations, là, on veut contribuer au bien-être individuel et collectif par la culture, soutenir le développement d'un milieu culturel dynamique et intégré, et dynamiser la relation entre la culture et le territoire. On comprend que sur notre territoire, bien, il y a une communauté anglophone, francophone. On a même, nous, greffé autochtones parce qu'ils occupaient le territoire avant nous. Ça fait que c'est la politique qu'on a adoptée. Suite à ça, bien, il va découler plein d'actions que cet argent-là va nous permettre de mettre en place. OK. Puis la prochaine étape, ça serait quoi? Bien là, c'est pour mettre cette politique en place, le Conseil des maires a pris aussi la décision d'engager une ressource à temps plein pour les 3 prochaines années. Fait qu'en début de 2021, on aura à rouvrir un poste pour venir juste mettre quelqu'un qui va travailler à mettre ce plan d'action-là en œuvre dans les prochaines années. Le 17 novembre dernier, par l'intermédiaire de la plateforme Zoom, avait lieu l'Assemblée générale de votre télévision communautaire Télévague. En voici un court résumé. Nous, notre responsabilité, c'est d'exprimer une conclusion sur les états financiers en nous fondant sur notre examen, donc qui a été effectué selon les normes d'examen généralement reconnues du Canada. À la page suivante, on voit la conclusion. Donc, on n'a pas relevé d'éléments qui nous portent à croire que les états financiers ne donnent pas une image fidèle de la situation financière de l'organisme au 31 août 2020, ainsi que les résultats des activités puis les flux de trésorerie à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Nous poursuivrons notre travail afin de développer notre programmation en tenant compte des intérêts de notre clientèle. Pour bonifier notre programmation, l'application du milieu est indispensable. Des efforts sont déployés en ce sens. Les heures de diffusion se sont multipliées, facilitant ainsi l'accès à l'information à la clientèle grâce à la diffusion automatisée. Nos émissions peuvent être regardées à différentes heures de la journée et ce, tous les jours de la semaine. La promotion de nos émissions se fait également à l'intérieur de nos émissions et entre la diffusion de celles-ci. Nous espérons fortement que tout revienne à la normale et nous pourrons poursuivre notre mission.
Le moyen de financement, bien sûr que le bingo constitue la principale activité de financement de notre organisme. 48 bingos ont été produits cette année. 6 bingos ont été annulés dû au COVID-19. Nous avons dû suspendre notre campagne de renouvellement de membres. Les membres de la télévision communautaire se divisent en 3 catégories, les entreprises, les organismes et les individus. De plus, les efforts ont été déployés auprès des organismes, le collectif Jeunesse d'Aisance, la radio CEFM Carleton, afin de contribuer au financement de Télévague à titre de frais de temps d'antenne. Chaque organisme a signé un protocole d'entente à cet effet. Enfin, une aide financière à la programmation du ministère de la Culture, de conditions féminines, est octroyée à chaque année. Alors, c'est tout pour le rapport d'activité. Sylvain Badram, le coordonnateur du collectif alimentaire, tenait à faire un rappel ainsi qu'un appel à tous pour la guignolée de cette année, vu les circonstances exceptionnelles que nous connaissons. La guignolée de cette année, là, c'est vraiment entamé, là. Oui, on est à fond dans l'organisation de la guignolée 2020 depuis les dernières semaines, mais plus spécialement depuis la semaine dernière où les gens, la campagne de levée de fonds en virtuel est commencée. Dans le fond, les gens peuvent aller, en se rendant sur notre page Facebook, les gens peuvent aller cliquer sur un lien qui les amène sur une plateforme qui s'appelle Simplique. Et là, à cet endroit, bien, les gens, de façon très sécuritaire, peuvent faire un don en ligne. Et 100% de ce don-là va venir directement à notre campagne de financement. Donc, il n'y a pas de frais d'administration qui sont prélevés. Donc, c'est 100% des sous que vous donnez. Si vous donnez 20 $, 50 $, 100 $, bien c'est 20 $, 50 $, 100 $ qui sera directement dans affecté à acheter des bons de Noël pour les personnes. La campagne se poursuit jusqu'au 11 décembre 2020. Et pour les personnes qui sont moins à l'aise avec le numérique, avec le fait de faire un don en ligne, bien, il y a toujours aussi les bons vieux chèques qu'on peut accepter. Donc, les gens n'ont qu'à faire un chèque à l'ordre du collectif alimentaire et nous le poster, donc à notre adresse à Passepébiac, au 8A boulevard Gérard Delévesque Est. Puis sinon, sur les heures de bureau, là, du lundi au vendredi, les gens sont aussi là, invités à venir nous porter leurs dons en argent, en chèque. Puis si les gens veulent également nous amener des denrées alimentaires, bien on est preneur. Donc voilà, c'est ce qui peut être fait cette année pour concrètement là, contribuer financièrement à la guignolée. Donc, à défaut de ne pas avoir de porte-à-porte possible cette année, contrairement aux dernières années, eh bien, on a dû se tourner vers le numérique. Puis on espère, puis on est convaincu que les gens là, vont nous aider à atteindre notre objectif de 35 000 $, donc qui correspond à peu près à la somme qui a été amassée l'an dernier à travers le porte-à-porte. Donc, on encourage les gens à être généreux. Soyons solidaires. Nous avons rencontré pour vous Élise Tremblay, la nouvelle agente de communication et de gestion au Conseil régional de l'environnement Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, afin qu'elle nous présente un tout nouveau projet qui s'intitule Régime TCIT. Bonjour Élise. Bonjour André. Là, présentement, vous travaillez fort au développement du projet Régime TCIT. C'est quoi au juste? Oui, c'est un projet de mobilité durable. Ça a commencé il y a plusieurs années déjà avec le projet Par notre propre énergie, qui finançait là, dans chacune des régions les CRE pour développer là, une démarche complète de lutte au changement climatique, qui incluait de monter et déposer un projet pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la région. Puis ce qui avait été choisi pour la Gaspésie et les îles, c'était un projet d'autopartage. Ça avait été choisi lors d'un forum par notre propre énergie, par la population et les acteurs de la région. Puis ensuite, mon mandat, bien, c'était justement de développer un projet autour de ce sujet-là qui était l'autopartage. Donc, on a commencé par aller rencontrer les municipalités.
parce qu'il y avait YH Environnement qui proposait un concept qui s'appelle Sauver pour système d'autopartage avec véhicules électriques en région, qui est particulièrement mieux adapté là, à notre contexte régional parce que le but, c'est d'utiliser des véhicules électriques qui sont possédés par des municipalités. Donc, les municipalités l'achètent pour leurs propres besoins, pour leurs employés, et le met à la disposition des gens les soirs et fins de semaine, donc en dehors de leurs heures d'ouverture, en dehors de leurs nécessités. Donc, ça fait en sorte que le véhicule est déjà rentabilisé. Donc, c'est beaucoup mieux qu'à, mettons, Car2Go, Communauto, qui sont d'autres systèmes d'autopartage, mais là, qui dépendent vraiment de la location des gens. Alors que là, en faisant affaire avec les municipalités, bien, on permet d'avoir un système qui n'a pas besoin d'avoir une grande masse de clients pour fonctionner. Puis, on voulait proposer quelque chose qui allait un peu plus loin aux municipalités. Donc, on est allé chercher la collaboration avec la Régime pour qu'eux-mêmes s'occupent de la gestion régionale de ça, pour pas que ce soit les municipalités qui aient à s'occuper de la réservation du véhicule et tout. Puis, en s'asseyant avec les différentes municipalités, puis la Régime, puis le consultant, bien, on a pu développer un projet qui allait plus loin que ça aussi. Donc, qui va aussi chercher les différents modes de transport pour avant tout les connecter entre eux. Donc, connecter avec le système d'autobus de la Régime, avec les entreprises de taxi. La Régime veut aussi développer des vélos en partage. Donc, de connecter tous ces modes de transport-là dans les lieux physiques que seront les stations-service électriques que chacune des municipalités participantes va mettre en place. Donc, dans ces stations-service-là, bien, la personne va pouvoir venir, oui, réserver le véhicule de la municipalité, mais il va aussi avoir un arrêt d'autobus à proximité, possiblement un espace réservé pour taxi, covoiturage, la borne pour vélo. Donc, pour facilement pouvoir passer d'un mode de transport à l'autre. Puis aussi les connecter de façon virtuelle à travers une plateforme en ligne. Donc, sur la même plateforme, on veut que les gens puissent réserver et payer pour le véhicule, mais aussi pour le taxi, pour le vélo, pour l'autobus. Donc, pour vraiment faciliter les gens qui voudraient faire un déplacement complet en mobilité durable, donc sans auto-solo. Donc, c'est ça le projet actuellement qui est en cours. On a déposé puis on a reçu du financement de la part de la Fédération canadienne des municipalités. Donc, ça, c'est confirmé. Donc, on se lance là, dans la réalisation du projet qui va durer quand même 3 ans au total. Là, les municipalités ont commencé à acheter leurs véhicules électriques. On espère qu'ils vont pouvoir être à disposition des gens bientôt. Puis, les autres services de mobilité durable là, vont être développés là, en cours de route. OK. Puis là, vous travaillez aussi sur un autre projet? Oui, je travaille aussi également sur la campagne Roulons électrique, qui est une campagne d'équiterre financée par Transition énergétique Québec, auquel plusieurs CRE collaborent afin de lui donner une réalité plus régionale. Entre autres, avant la pandémie, c'était plus une question de faire des essais routiers, mais là maintenant, ça a viré vraiment plus en mode virtuel. Donc, c'est plus de faire des webinaires, des capsules vidéo, dans le but d'éduquer, de sensibiliser les gens sur le sujet des véhicules électriques. Le but global, c'est d'ajouter 100 000 véhicules électriques sur les routes du Québec. Puis nous, là, dans cette collaboration-là, pour l'instant, on a réalisé 2 webinaires. Un premier avec la municipalité de Carleton-sur-Mer et celle des Îles-de-la-Madeleine, qui sont justement 2 municipalités qui ont des véhicules électriques depuis un bon moment déjà. Donc, ils ont pu nous parler de leur expérience, puis essayer d'inciter, dans le fond, les autres municipalités à faire de même. Puis ensuite, on a eu un deuxième webinaire qui était plus avec des entreprises. On a reçu Laurent Carbonneau des pharmacies Uniprix, Percé et Chandler, Kim Lavigne de Agenda Fleuriste, ainsi que Sébastien Poirier de Navigue, qui sont 3 entreprises qui utilisent des véhicules électriques pour des livraisons, pour aller rencontrer des clients ou autres. Donc, dans le webinaire, bien, on entendait plus sur leur expérience d'utilisation, puis pour inciter là, d'autres entreprises là, à faire la même chose. Puis là, en ce moment, on est aussi en train de réaliser 3 capsules vidéo, une pour la Gaspésie, une pour les Îles-de-la-Madeleine et une en collaboration avec le CRE Côte-Nord et le CRE Bas-Saint-Laurent pour toute l'Est du Québec, dans le but, dans le fond, de défaire des mythes qui entourent les véhicules électriques, des mythes qui sont particulièrement importants pour les gens de la région, pour montrer un peu là, bien, que c'est faisable d'avoir un véhicule électrique là, ici, même en région.
Malgré la COVID et toutes les mesures mises en place afin de nous protéger et protéger les autres, il ne faut pas s'empêcher de s'activer et de bouger. Magali Forest, conseillère en loisirs pour l'Unité régionale sport et loisirs Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, nous parle de la situation actuelle au sein de leur organisme en ce temps de pandémie. Présentement, on est vraiment impliqué un peu dans la relance, dans la reprise des activités de loisirs et de sport. Par ça, on va parler de soutien aux clubs sportifs, les activités de plein air, les activités culturelles. L'URLS, on travaille beaucoup autant avec les écoles, avec les municipalités, avec les organismes du milieu. Donc, c'est tout un ensemble de partenaires. On veut vraiment trouver des solutions pour que les activités reprennent, pour qu'on transforme les activités, les aménagements, qu'il y ait le matériel nécessaire pour vraiment qu'il y ait une offre qui est offerte à la population. Souvent, au printemps, on était plus un petit peu en mode pause à la demande du gouvernement, mais maintenant, on veut vraiment que les activités reprennent, qu'on trouve des solutions. On ne peut pas se mettre en pause pendant indéfiniment. Notre santé physique et mentale, on a besoin de bouger, de se divertir aussi. Donc, présentement, on est vraiment impliqué dans cette reprise-là avec tous les partenaires, soit par vraiment de l'accompagnement pour trouver des solutions, des idées, puis aussi avec différents programmes d'aide financière selon les clientèles avec lesquelles on travaille. OK. Puis là, vous avez un super de beau slogan qui est « Hiver pas plate ». Passer un hiver pas plate. Bien oui, c'est ça, l'hiver pas plate. Dans le fond, qu'est-ce qu'on veut? On voit l'hiver arriver à grands pas, puis on a une préoccupation. Premièrement, l'activité actuellement la plus facile de faire, c'est des activités extérieures. C'est l'activité qui a le moins de contraintes. Donc, on a un grand souci de dire, bon, OK, cet hiver, qu'est-ce qu'on fait comme activité? Puis, bien, on veut que les gens, on ne veut pas passer un hiver plate. Donc, pour un hiver pas plate cet hiver, qu'est-ce qu'on fait? On va travailler avec les écoles, encore une fois, les municipalités, les organismes, pour offrir des aménagements extérieurs qui sont intéressants. Ça fait qu'on va parler... est-ce qu'on a accès à des pistes de ski de fond, des sentiers de raquettes, des fois des sentiers de marche qui sont damés dans une municipalité? Est-ce qu'on peut avoir du matériel qui est en location à coût modique ou en prêt à coût modique pour la population? On veut s'assurer que les patinoires sont ouvertes, que les aménagements aussi qui sont sur place respectent les mesures sanitaires en vigueur. Donc, on a un grand souci que les gens, cet hiver, s'habillent, vont à l'extérieur, puis qui ont du plaisir, qui sont actifs. Selon les consignes, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, c'est sûr, mais il y a plein de choses qu'on peut faire, puis on veut les mettre en valeur, là, ces activités-là. OK. Puis là, il y a comme 3 actions qui sont mises en place. Bien, dans le fond, nous, l'URLS, on va être présent, on va accompagner les organismes, puis on va essayer aussi de donner beaucoup de visibilité à tout ce qui se fait sur le territoire. Puis finalement, on a des programmes d'aide financière. On a 2 appels, dans le fond, de projets qui sont présentement en cours. Un qui est spécifique pour les clubs sportifs. Donc, si vous êtes un club sportif, que vous avez des activités, c'est possible, dans le fond, de profiter du programme de soutien aux clubs sportifs. La date limite pour présenter une demande est le 1er décembre. Donc, c'est vraiment l'objectif, c'est de soutenir les clubs dans la reprise de leurs activités. On sait que souvent, c'est des activités qui sont tenues par des bénévoles, puis on souhaite vraiment soutenir leur travail, soutenir l'adaptation de leur offre et tout ça. Donc, premier élément pour le soutien financier. Puis le deuxième, c'est notre programme actif. Donc, c'est un programme d'aide financière qui est assez important pour nous. Ça, c'est vraiment pour la reprise. Présentement, grande priorité, c'est la reprise des activités hivernales. Donc, des projets d'aménagement, d'achat d'équipements, d'animation des sites. C'est quelque chose là, qui peut être financé par ce programme-là. On a aussi fait une liste d'activités, de projets qui peuvent être faits en zone orange ou en zone rouge. Ça va être probablement la réalité de notre hiver. Donc, on a sorti une grosse banque d'idées avec plein de choses qui est possible de faire. Ça nous fait réaliser tout ce qu'on peut faire. Puis, encore une fois, programme actif, la date limite, 1er décembre aussi. Donc, si les gens ont des projets à soumettre, un formulaire qui est disponible sur notre site Internet, www.urlsgim.com. Puis, les gens peuvent aussi nous appeler pour poser leurs questions, bien sûr. À l'URLS, on a parti un hashtag hiver pas plate, mais c'est un clin d'œil pour dire autant aux écoles, aux organismes, municipalités, aux gens qui organisent des animations.
annoncer ce que vous faites plus qu'à l'habitude. Les gens ont besoin, ils se questionnent sur est-ce qu'il y a des sites est-ce que les sites sont ouverts, est-ce qu'ils sont bien aménagés, est-ce qu'il y a des consignes spéciales à respecter, est-ce que je dois réserver à l'avance, est-ce que j'ai accès à de l'équipement sur place, est-ce que je dois emmener mes choses. Fait que les gens ont beaucoup de questions. Donc, le message aussi, c'est de redoubler les actions de communication dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à annoncer ce que vous faites sur différentes plateformes aussi, toujours dans le but que rassurer la population justement rassurer sur les bonnes pratiques qui sont mises en place en fonction de la situation actuelle. Puis aussi de rappeler aux gens, peut-être qu'avec l'hiver qu'on a, la situation, les gens vont redécouvrir aussi des activités qui pratiquaient moins dans les dernières années. Donc, toujours dans le but d'informer puis de donner des idées aussi aux gens. Donc, communication plus, là, dans les prochaines semaines, c'est la grande invitation qu'on lance aussi. L'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, s'est montré satisfait du projet de loi qui répond à la plupart des préoccupations dont elle avait fait part au gouvernement du Québec au cours des dernières années en ce qui concerne la modernisation de l'encadrement législatif et réglementaire des véhicules hors route, lors d'un récent communiqué que nous avons reçu. Nous avons beaucoup entendu parler dernièrement de ce nouveau projet de loi, mais qu'en est-il au juste? Voici les explications du ministre des Transports, François Bonnardel, à propos du projet de loi 71, le projet de loi concernant les véhicules hors route. Le but principal de cette réforme de cette loi est nécessairement la sécurité. Il faut savoir que, comme je l'ai déjà mentionné, qu'on a eu près de 600 morts dans les 10 dernières années en VTT, en motoneige. Et pour moi, les circonstances étaient toujours tristes de voir ces accidents. Et aussi, malheureusement, un effet qui était non négligeable, c'est l'alcool. L'alcool était partie prenante pour à peu près 60% des accidentés graves, légers, morts. Sur ces 60%, il y avait 40% qui avaient un taux d'alcoolémie au-dessus de la moyenne. Donc, il fallait agir, il fallait que cette réforme se fasse aujourd'hui. Et je pense humblement que nous avons trouvé un bel équilibre dans cette loi pour être capable d'assurer la pérennité la pérennité de ce sport, si je peux le dire ainsi, qui est le VTT, le VHR et la motoneige et la sécurité des usagers. Donc, sans surprise, le premier axe de la réforme concerne la sécurité lors de la conduite d'un véhicule hors route. C'est l'enjeu numéro 1 pour moi. L'une des mesures phares qui lui est associée est sans contredit l'exigence de détenir un permis de conduire valide afin de pouvoir circuler en sentier sur les terres publiques ou sur les terres privées d'une municipalité. Cette mesure est centrale. Elle permet de s'assurer d'une formation minimale des conducteurs, notamment pour la compréhension de la signalisation, et elle donne plus de poids aux sanctions qui pourront désormais avoir un impact réel et plus important que par le passé. En effet, elles pourront être attachées au permis de conduire, celui-là même qui permet de circuler non seulement en véhicule hors route, mais également sur le chemin public avec son véhicule routier. Par ailleurs, afin de renforcer la sécurité des conducteurs de véhicules hors route et celle des personnes qu'ils croisent, les dispositions du Code de la sécurité routière encadrant la conduite avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue s'appliqueront désormais aussi dans les sentiers. La conduite d'un VHR avec les capacités affaiblies par l'alcool ou la drogue pourra se solder par une amende et à l'application de sanctions pénales et administratives, en particulier la suspension et la révocation de permis. Ainsi, il incombera au locataire de véhicules hors route de s'assurer que le conducteur ait 18 ans et qu'il soit titulaire d'un permis de conduire lui permettant de conduire au Québec. Il sera de sa responsabilité de le faire bénéficier d'une formation lui permettant de bien comprendre le fonctionnement de son véhicule et les règles de sécurité à respecter. Je vous invite à rapprocher votre micro. Présidente, désolé, il était parti par là. Oui. Il est plus près là. De plus, si cette location mène à l'utilisation des services d'un guide d'excursion, celui-ci devra avoir terminé avec succès une formation reconnue par la ministre du Tourisme. Chaque guide devra avoir été formé en fonction de l'une de ces formations. Il s'agit là, nous semble-t-il, d'une garantie minimale que nous devions offrir aux touristes étrangers qui viennent découvrir le Québec en VHR. Le deuxième axe du projet de loi vise à établir une meilleure cohabitation entre les amateurs de VHR et les autres utilisateurs du territoire. L'objectif de cette recherche d'une position équilibrée est d'assurer la pérennité de la pratique récréative, les retombées qui en découlent, tout en tenant compte du respect des milieux naturels et de l'acceptabilité sociale. Dorénavant, le conducteur d'un véhicule hors route et ses passagers devront éviter d'accomplir tout acte de nature à perturber la quiétude qui règne dans un milieu naturel, à déranger le comportement des animaux sauvages, à nuire à l'écoulement des eaux ou aux interactions entre les animaux, les végétaux et leur habitat. Sur les terres publiques, des zones plus fragiles ou sensibles pourront être délimitées, la circulation hors piste pourra y être interdite. Les systèmes antipollution devront être maintenus en bon état de fonctionnement.
Comme vous le savez, le 1er janvier 2021 prendra fin ce que l'on a appelé le régime de l'immunité contre les recours, en vigueur depuis près de 20 ans. Il est important pour nous de prévoir cette après-immunité de manière à rétablir le droit des citoyens à profiter pleinement de leurs biens, tout en garantissant le droit aux amateurs de véhicules aux routes de pratiquer leur activité lorsqu'ils le font en respectant les lois en vigueur. Ainsi, la nouvelle mouture de la loi stipule plus clairement que les conducteurs ont l'obligation d'éviter toute vitesse excessive et tout comportement susceptible de générer des inconvénients qu'ils seraient en mesure d'éviter pour les milieux avoisinants. En contrepartie de cette conduite responsable, les voisins de sentiers, légalement aménagés, seront pour leur part tenus de tolérer les inconvénients résultant de la circulation de véhicules qui respectent les normes législatives et réglementaires applicables. Les mesures proposées éviteront de permettre que soit considéré comme un abus de voisinage les caractéristiques intrinsèques des VHR s'ils circulent dans le respect de la loi et des règlements applicables. Par exemple, le calcul des distances séparatrices minimales entre les sentiers et les habitations a été précisé. Les normes que les sentiers devront respecter sont donc ainsi plus clairement définies et expliquées. Comme certains sentiers structurants pour les déplacements interrégionaux sont exploités de longue date, leur présence sera confortée par une présomption de conformité d'aménagement. Cette présomption sera clairement établie par un ensemble de cartes représentant le réseau de sentiers composant finalement l'ossature de notre produit touristique. De plus, il est impossible de parler d'acceptabilité sociale sans évoquer les particularités des communautés autochtones par rapport à l'utilisation des VHR. L'actualisation de la loi offre ainsi l'occasion d'établir un véritable dialogue avec les communautés. Le projet de loi prévoit ainsi la possibilité de conclure des ententes qui mettront fin à une logique mur à mur de la loi actuelle. Ces ententes permettront de considérer les particularités des communautés autochtones sur leur territoire tout en continuant d'assurer la sécurité de toute la population. Enfin, le troisième axe de cette réforme porte sur l'actualisation des mesures de contrôle et d'application de la loi. Les mesures que nous proposons doivent avoir la force de leur ambition. C'est pourquoi nous avons souhaité renforcer les pouvoirs des personnes appliquant la loi, mais aussi le financement de ces mesures. Ainsi, la loi portera plus généralement sur l'ensemble des véhicules en route, sans limite de poids ou de taille, comme c'était le cas auparavant. Cela permettrait à certains véhicules d'échapper à tout contrôle. Cette vision plus englobante s'appliquera aussi aux véhicules d'entretien. Il était aussi important dans la délimitation du champ d'application de la loi de bien définir les exclusions liées notamment aux VHR utilisés dans le cadre d'un travail. Je pense ici notamment au monde agricole, qui a ses contraintes et qui majoritairement ne sera pas visé par la loi sur les véhicules hors route. Dans la loi actuellement en vigueur, la responsabilité des conducteurs de moins de 16 ans était également soumise à un certain flou. Dans le projet de loi 71, la circulation des personnes de moins de 18 ans, non titulaires d'un permis de conduire et d'un certificat de formation, sera limitée aux terres privées, sous la responsabilité et la surveillance des parents, de la personne qui en a la garde ou à celle d'un membre de la famille. Par ailleurs, les jeunes conducteurs de moins de 16 ans, s'ils circulent exclusivement sur une terre privée, ailleurs que sur un sentier, donc, seront clairement exclus des mesures de la loi. De 16 à 18 ans, ils pourront néanmoins se doter d'un permis de conduire et suivre une formation additionnelle qui leur permettra d'utiliser un VHR en dehors des terres privées de la même manière que les adultes. Enfin, nous avons souhaité renforcer le contrôle de l'application de la loi. Ainsi, des dispositions viendront clarifier et délimiter plus clairement les pouvoirs des agents de la paix et des agents de surveillance de sentier. Cette bonification des pouvoirs confiés aux agents de surveillance de sentier favorisera, selon nous, l'adoption de comportements sécuritaires par les utilisateurs de véhicules hors route, mais le renforcement du pouvoir de contrôle doit aller de pair avec un refinancement des efforts déployés pour assurer la sécurité des usagers. Or, ce n'est pas un secret que le milieu des véhicules hors route bénéficie de peu de revenus depuis des années, notamment liés à leur entretien et à la réfection des infrastructures. De fait, le Réseau québécois ne tient que parce qu'il est géré et entretenu par des bénévoles qui passent des milliers d'heures à s'en occuper. Ministre, J'ai terminé, mais je vais terminer. Alors, Madame la Présidente, je suis très heureux de déposer cette loi et très hâte d'entendre et de travailler avec mes collègues de l'opposition. Et voilà, mesdames et messieurs, ce qui complète votre émission Hebdo-GAT du 22 novembre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à la prochaine.